En France, il existe 2 types d'accouchement, l'accouchement par voie basse ou par voie haute. Aujourd'hui, on va parler de la césarienne, l'accouchement par voie haute. En France, 21,4% de femmes ont accouché par césarienne en 2021. La césarienne peut être compliquée pour certaines femmes, surtout si elles sont d'urgence. Pour témoigner sur ce sujet, nous recevons Gwenola Villot, maman qui a accouché par césarienne en urgence d'un enfant prématuré de 2 mois suite à une maladie spécifique à la grossesse en 2020. Bonjour Gwenola. Bonjour Rosa et Laura. À l'âge de 20 ans, vous avez appris que vous étiez atteinte d'une maladie orpheline qui pouvait vous empêcher d'avoir un enfant. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous seriez enceinte ? À 20 ans, on ne pense pas tout de suite à être maman, enfin en tout cas pas pour ma part. Moi j'étais en plein dans mes études, j'avais pas encore rencontré le père de mon fils actuellement mon mari. Donc je faisais plus la fête et puis voilà, je faisais mes études, j'avais un petit job étudiant et puis c'est vrai qu'on n'y songe pas sur le moment. Et puis quand vient l'âge de penser à ça, on se dit que ça va être compliqué. Alors moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par des super professionnels, tant par rapport à ma maladie que par rapport à l'aspect gynécologique de la femme. Et puis quand on a pu avoir le feu vert, on a tenté notre chance et puis ça a plutôt bien marché, assez rapidement d'ailleurs. Le début de votre grossesse s'est très bien passé, même si c'était en pleine crise Covid. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là ? C'est vrai que j'étais un peu mitigée parce que y a le côté cocon, puisqu'on était confinés. Moi, à l'époque, j'occupais un poste, je travaillais au tribunal. Et en étant personne à risque enceinte, je ne pouvais pas avoir accès au public, parce qu'il fallait surtout pas pour les femmes enceintes qu'elles aient le Covid. Effectivement, ça pouvait être compliqué et engendrer des complications assez importantes, tant pour la maman que pour le bébé. Puis on n'avait pas assez de recul sur le Covid, en fait, finalement. Et j'étais mitigée parce que finalement, on a été confinés. Alors nous, en plus, on rentrait de 15 jours de vacances à Prague que mon mari m'avait offert pour mes 30 ans. J'étais en pleine forme, donc moi, je me disais, on va être confinés toute la journée, c'est pas cool, quoi. Et surtout, personne m'a vue enceinte, quasiment. Parce que du coup, on a été confinés, j'étais à 4 mois et demi de grossesse. Donc ça se voit pas encore bien. Et du coup, ni mes grands-parents, mes parents, ma sœur. Alors il y avait des visios, on faisait tous des apéros visio, mais c'est pas pareil. Et puis du coup, quand on a été déconfinés, j'ai quasi accouché dans la foulée. Donc ça a été un petit peu compliqué à gérer. Mais d'un autre côté, ce côté un peu temps pour soi, préservé de tout, c'est pas mal aussi. Et puis comme ma grossesse pour le coup était parfaite, sans désagréments, sans nausées, sans fatigue. Ouais, si, je l'ai bien vécu finalement. Bon, mon mari bossait 24/24 lui, mais ça c'est autre chose. C'était moins sympa ça. Au mois de mai, vous avez commencé à être fatiguée et à vous gratter du matin au soir. C'est une de vos collègues qui vous a sauvé la vie. Pouvez-vous nous raconter ? De souvenir, on a été déconfinés le 11 mai. Et puis, ça faisait 2-3 jours suite au déconfinement. Bon, déjà, j'étais fatiguée, mais je mettais ça sur le compte du fait que j'avais repris le travail. J'avais eu l'autorisation de mon gynécologue et de ma sage-femme de reprendre le travail. Et donc, j'ai travaillé au tribunal à Bourg-en-Bresse. Donc, je faisais les allers-retours en voiture et non plus en train, parce que le train, c'est pareil, c'était encore compliqué. On ne savait pas trop les gestes barrières, le port du masque. Donc, je ne voulais pas prendre de risques. Donc, je faisais les trajets en individuel en voiture. Donc, je mettais ça sur ce compte-là. Je me dis, les trajets, la reprise du boulot après 2 mois et demi, cool. Et en fait, ça s'est accentué. Et en fait, je me grattais, mais tout le temps. Mais quand je vous dis tout le temps, pour vous donner une anecdote, on cherchait une maison depuis, même avant le Covid avec mon mari à acheter. On fait la visite avec notre agent immobilier qui nous connaît super bien puisqu'elle nous suit depuis 7 mois. Pendant la visite, je me grattais contre les murs de la maison. Dès que je trouvais quelque chose pour me gratter, je me grattais. Et elle me dit, c'est pas normal. Et puis moi, je me suis dit, les premiers soleils, le déconfinement, peut-être que je fais une allergie, une réaction allergique, je sais pas. Et je me suis dit, je vois la sage-femme dans une semaine, je lui demanderai à ce moment-là. Et puis finalement, le lendemain, j'arrive au travail et ma collègue Charlotte, que je remercie encore à chaque fois que je la croise, me dit « T'as vraiment une sale tête ». Bon, sur le moment, ça fait pas plaisir, mais pour le coup, elle nous sauve la vie, donc je la remercie bien par la suite. Et je lui explique ce que j'ai, et là, tout de suite, elle fait le lien avec une amie à elle qui a eu les mêmes symptômes à peu près au même moment de grossesse. Et elle me dit « Faut tout de suite que tu appelles les urgences de la maternité, tu es en train de faire une cholestase gravidique ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'appelle effectivement et on me dit de venir immédiatement. Donc il est 8h du matin, je suis au tribunal à Bourg, on me dit qu'il faut venir aux urgences de la maternité à Mâcon tout de suite. Donc c'est ce que j'ai fait.
à cause de la cholestase gravidique, maladie rare spécifique à la grossesse. Vous avez été hospitalisée une semaine. De quels soins avez-vous bénéficié ? Quand je me rends aux urgences de la maternité ce fameux mardi, moi au début je suis très confiante. Enfin, je me dis effectivement je me gratte, mais je sens mon bébé bouger, j'ai pas de saignement, parce que souvent c'est ça qui alerte pendant la grossesse. Des pertes de sang, le bébé qu'on sent plus, des douleurs vraiment importantes au ventre. Enfin, on en avait déjà parlé avec ma sage-femme. Du fait de ma maladie orpheline, on avait évoqué toutes les possibilités d'alerte. Donc moi j'avais pas tout ça, juste je me grattais. Enfin, quand on se dit on se gratte quoi. Enfin, c'est pas... J'arrive et là, branle-bas de combat en fait. Le corps médical arrive, monitoring en urgence, prise de sang, échographie, tout. Et en fait, je panique. Et moi, la première chose que je fais, enfin on le fait tous, Google est votre ami, on tape cholestase gravidique sur Google. Ah, bah j'aurais pas dû. Là, on tombe sur les articles effectivement qui parlent de taux important de décès, tant chez la maman que chez l'enfant, si c'est pas soigné, si c'est pas pris à temps, et effectivement, surtout d'un déclenchement de l'accouchement rapide. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis, je suis à 29 semaines, le bébé, il peut pas naître. Ça va être compliqué pour lui, par la suite. Et du coup, on m'hospitalise. Dans ce genre de protocole, quand on est dans la zone de grand préma, on bénéficie d'injections de corticoïdes. Ça, c'est pour maturer les poumons du bébé. Parce que les poumons du bébé, ils se maturent au fil de la grossesse. Et que, bien évidemment, s'il arrive avant, les poumons ne sont pas viables. Et c'est une des causes de mortalité les plus importantes chez l'enfant quand les poumons ne sont pas viables. Et pour éviter qu'il soit intubé à la naissance si jamais on devait m'accoucher, parce que là, on n'en parle pas encore à ce moment-là quand j'arrive. On me dit juste, on va vous hospitaliser, on va vous faire des examens, tout va bien se passer. Donc, j'ai 2 grosses injections dans les fesses, avec une énorme seringue de corticoïdes, pour permettre au bébé de maturer ses poumons. Donc voilà, donc là après, je suis hospitalisée, on me fait des examens quotidiens. Je dois avoir 5 ou 6 monitorings par jour. Donc le monitoring, c'est ce qui permet d'entendre le cœur du bébé, les battements du cœur, de vérifier qu'il bouge bien encore. Et puis on est en période Covid, donc ça c'est moins cool parce que qui dit Covid dit restriction de visite. Donc à l'époque, Kevin pouvait venir me voir qu'une seule fois par jour. Et s'il décidait de repartir, il ne pouvait pas revenir. Donc il fallait bien calculer son moment. La semaine se passe, le week-end se passe, et puis arrive le lundi 1er juin, où là du coup... Louis est arrivé finalement beaucoup plus vite que prévu. Le 1er juin, l'équipe soignante a décidé de pratiquer une césarienne en urgence. Comment l'avez-vous vécu ? Je vais être très honnête parce qu'on en reparle souvent avec mon mari. À ce moment-là, psychologiquement, je pense que j'ai un peu switché dans ma tête. Je vais être honnête, je suis très honnête avec moi-même. C'est-à-dire qu'au début, donc, le monitoring de 14h a lieu. Je sens que ça ne va pas. Depuis le matin, je suis barbouillée, je suis pas bien. Mais je me dis, voilà, je suis fatiguée. Je reste très optimiste sur le fait que tout va bien se passer en fait. Et qu'on va réussir à garder Louis au chaud le plus longtemps possible grâce à cette hospitalisation. Et en fait, quand le monitoring de 14h arrive, Kevin vient d'arriver et je lui dis, tu sais, j'ai l'impression que Louis bouge moins. Et en fait, dès que les 10 premières minutes du monitoring se passent, je dis à Kevin, va chercher une sage-femme, il y a un problème. Et en fait, effectivement, elle arrive. Moi, je suis à 8 de tension. Le bébé, on n'a plus son cœur. Et donc là, il déclenche ce qu'on appelle le code rouge d'urgence, qui enclenche la césarienne. Donc là, c'est un branle-bas de combat. En plus, on a un jour férié, donc il y a moins de personnel. On est en période Covid. Alors j'ai la chance, malgré tout, d'avoir mon gynécologue de garde ce jour-là, donc qui m'a suivi toute la grossesse et qui me connaît bien, qui, lui, a encore l'espoir de, malgré tout, me faire accoucher par voie basse. Parce que les échographies de la veille et de l'avant-veille, Louis était positionné tête en bas. Il me dit, on peut tenter un déclenchement pour que tu aies un vrai accouchement. Et finalement, on fait une échographie. Dans la nuit, Louis a dû se retourner. Donc là, il est en siège. La question se pose plus. Ça aurait été trop long. Et surtout, le risque était trop important, tant pour lui que pour moi. Donc là, césarienne d'urgence. Kevin n'a pas accès à la salle d'accouchement. Alors parfois, sur des césariennes programmées, les papas sont là. Là, en l'occurrence, non. Par contre, j'ai 20 personnes avec moi dans la salle. Je ne suis pas seule. Entre les auxiliaires de puériculture, les sages-femmes, les internes, mon gynécologue, l'anesthésiste, l'infirmier anesthésiste, tout le monde est là. Et aux petits soins. Vraiment, ils ont été adorables et ça m'a permis de vivre le moment un peu moins durement parce que quand on tombe enceinte, qu'on vit une grossesse correcte, bien... On s'idéalise le moment de l'accouchement. On se dit, c'est le premier. Alors, on a l'appréhension. Ça va faire mal, ça va pas être cool, ça va être long. Mais on se dit, voilà, on va mettre au monde un petit être et ça va être chouette, quoi. Sauf que là, en fait, ça se traduit par on vous ouvre le ventre et on sort votre enfant. Faut s'imaginer que c'est quand même ça, la césarienne. Mais bon, tout s'est bien passé.
Et puis heureusement, ils ont été assez réactifs parce que, bon ça je l'ai su le lendemain, mais mon gynécologue m'a dit qu'on aurait attendu 1 ou 2 heures de plus. Louis n'aurait pas été parmi nous aujourd'hui. À sa naissance, Louis étant prématuré de 2 mois et en état critique, comment se sont passés ces 52 jours en néonat? Ouais, donc Louis, il était pile poil au-dessus de la limite de poids. Parce qu'en fait, si vous voulez, les maternités en France, elles sont classées en niveau. Et donc nous, on est en niveau 2 à Mâcon. Et donc notre maternité niveau 3 de secteur, c'est Dijon. Malgré que Lyon est plus proche géographiquement, c'est Dijon auquel on est rattaché. Et en fait, le poids minimum pour que Mâcon puisse garder un bébé en néonat, c'est 1,7 kg. Et Louis faisait 1,705 kg. Donc, on était pile poil au-dessus. Et heureusement, alors moi je suis dijonnaise d'origine, c'est pas que ça m'aurait dérangé, mais comme c'était le Covid, que le papa peut pas être là tout le temps, enfin c'est compliqué après les liens pour qu'ils se créent, puis c'est plus de fatigue, les trajets, dans un hôpital qu'on connaît pas. Là, c'est vrai qu'à Mâcon, c'était pratique. Nous, on habitait à 5 minutes à l'époque, donc on pouvait s'y rendre 24 heures sur 24. Moi, j'ai pas voulu prendre de chambre mère-enfant parce qu'en fait, à Mâcon, il y en a que 2. En même temps que mon accouchement, j'ai 2 mamans de Matour et de Tramail qui ont accouché, de prématurés aussi. Et donc, du coup, quand j'ai su ça, je leur ai laissé une des chambres, en fait. Puisque moi, j'étais à 5 minutes, donc autant leur permettre d'être sur place au quotidien, parce que Tramail et Matour, faire les allers-retours au quotidien, ça aurait été lourd pour elles aussi. Donc en tant que parent, on a accès 24 heures sur 24 en néonat. Moi, mon souhait, c'était d'allaiter Louis. Donc ça a été un petit peu dur au moment où ils m'ont annoncé la césarienne, c'est de me dire que de toute façon, ça pourrait pas marcher. Enfin, le corps, il est pas prêt. On vous impose un accouchement, il s'est pas mis en ordre de marche. Et en fait, la nature fait très bien les choses. Et aussi parce que je pense j'avais une équipe de sages-femmes à la maternité vraiment bienveillante qui m'ont permis de prendre mon temps. J'ai commencé à tirer mon lait puisque Louis n'était pas capable de pouvoir prendre le sein. Il n'avait pas de réflexe de succion, il était trop petit et trop fragile. Et du coup, Louis a été nourri exclusivement de mon lait pendant toute la néonate. Et puis au bout de, 1 semaine, 10 jours, il a réussi à téter, à prendre le sein. Et du coup, l'allaitement maternel s'est mis en place. Enfin, en tout cas, à Mâcon, une équipe formidable, hyper bienveillante. Tant au niveau des pédiatres qu'au niveau des auxiliaires de puère, des infirmières. Elles vous accompagnent, elles vous montrent les gestes. Et malgré tout, alors, c'est ce qu'on disait avec mon mari, ça rassure, c'est le premier, on ne sait pas comment on fait. Enfin, c'est dur. Enfin, on se dit, c'est le premier, on veut bien faire. Moi, mon mari, la première couche qu'il a changée, c'était un sketch, je vais être honnête avec vous. Il a mis l'heure derrière, devant. Enfin, il n'y avait rien qu'à aller. Et ce personnel soignant nous a accompagnés tout du long. Alors, c'était dur psychologiquement parce qu'on a quand même envie de rentrer avec son enfant à la maison. Mais pour des jeunes parents, c'est quand même un plus. Parce qu'on n'est pas lâché comme ça. Et on est bien accompagné, bien soutenu. Et puis, d'un point de vue médical, c'est rassurant parce que Louis, quand même, alors comme tout bébé, à la naissance, ça perd du poids au début. Mais Louis, il est descendu à 1,4 kg quand même. Donc, c'est critique. Et puis, bon, après, il a remonté sa courbe de poids. Il y avait des risques de séquelles neurologiques, pulmonaires, cardiaques, rénales, du fait de sa prématurité. Et le fait qu'on soit sur place, il a pu bénéficier de tous les examens immédiatement, sans refaire d'aller-retour, sans des délais d'attente trop longs. Et ça nous a rassurés parce qu'au fur et à mesure, on cochait les cases, quoi. Il n'y a rien au rein, il n'y a rien au foie. Il a fait son premier IRM, il avait 30 jours, le pauvre bibou. Mais du coup, au moins, on était rassurés. Et pour ça, c'est vrai que Mâcon, moi, j'ai trouvé que c'était en tout cas un beau cocon. Tout cela doit être une épreuve pour 2 jeunes parents qui vous a soutenu et accompagné. Alors, c'est ce que je vous disais, surtout l'équipe soignante, parce que les visites étaient interdites. Donc, aucun membre de notre famille n'a pu accéder à la néonate pendant les 52 jours. Mis à part les parents, c'est les seules personnes autorisées. Bon, après, on était soutenus par notre famille quand même, parce qu'en plus, ils venaient régulièrement à Mâcon. Ils ne pouvaient pas voir Louis, mais ils venaient nous soutenir. Parallèlement, la maison qu'on avait visitée le fameux jour où je me grattais contre les murs est devenue notre maison. Donc, il a fallu en plus gérer un compromis de vente, un achat de maison, et tout ce que ça peut engendrer en termes de paperasse. Donc, non, on était quand même bien soutenus. Après, au début, je pensais ne pas avoir besoin d'aide par rapport à tout ça. Je pensais que j'étais forte et que voilà, que lui était en bonne santé, que j'étais en bonne santé et que du coup... il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, mais la chute a été un peu brutale. C'est 3 mois après la naissance de Louis où j'ai fait une grosse dépression, parce qu'en fait, on se rend compte de tout ce qu'on a vécu, puis c'est surtout qu'à la fin de la grossesse, il y a les hormones de grossesse, malgré tout. Puis là, il y a la chute des hormones de grossesse, et ça joue sur notre morale, et effectivement, j'ai eu besoin d'aide à ce moment-là. Une grossesse, ça ne s'arrête pas au moment de l'accouchement, en fait. Après, on est toujours entouré de personnel, de sages-femmes,
d'auxiliaire puère, du pédiatre. Et moi, au bout d'un moment, j'ai eu besoin de faire appel à la psychologue de la maternité, que j'allais voir une fois par semaine pour vider mon sac de femme, de maman. Parce qu'à un moment donné, on a un trop-plein d'émotions. Vaut mieux que ça sorte chez la psychologue que ça sorte de manière pas très sympa, soit avec son mari, soit avec son bébé. Donc, c'est pas un problème en soi de demander de l'aide. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que je me suis toujours dit, j'ai un fort caractère, j'y vais, il n'y a pas de raison, je suis forte. Mais en fait, on peut tous à un moment donné avoir besoin d'aide et il faut pas hésiter à le demander. Comment ces épreuves ont-elles influencé le début de votre relation avec votre enfant ? Pendant 52 jours, on était vraiment dans un cocon avec lui. Moi, mes journées, elles étaient rythmées que par rapport à lui, parce que du coup, je me levais le matin, je tirais mon lait. Je me rendais en néonat, il devait être 7h30 le matin pour qu'il puisse téter entre 8h et 9h, c'était son rythme. Je rentrais à midi, je mangeais avec mon mari, je repartais en néonat à 13h jusqu'à minuit. Pendant 52 jours, ça a été mon rythme. Je me suis autorisée une journée off, on va dire, dans le sens où j'y suis allée le matin, mais pas l'après-midi. Et ça a été un peu lourd, mais en fait, je me disais que ce petit être, lui, il avait rien demandé, en fait. Il était là, il était arrivé de cette manière-là. La néonate, on est très accompagné, mais ça reste très aseptisé. C'est des box d'hôpitaux. On a un petit box qui nous est dédié avec une couveuse, un fauteuil, une baignoire, et puis une espèce de table allongée pour faire les soins. Par rapport à une chambre de bébé qui peut être colorée, qui peut être décorée avec amour, bon là, c'est aseptisé et c'est neutre. Et en fait, je me disais, ce petit être, il a rien demandé, il a besoin qu'on soit auprès de lui. Et... Alors, je vous cache pas, il y a des fois... un bébé, ça dort au début. Donc, on est là, on est à côté, on attend. Puis il dort. On bouquine, on joue sur le téléphone, on fait des trucs, on fait de la paperasse de maison, en l'occurrence, pour le coup. Mais on se dit, il sait qu'on est là, en fait. Moi, je pense que ça m'a aidée à me m'ancrer dans mon rôle de mère. Après, à notre sortie, ça s'est très bien passé. Après, moi, quand j'ai repris le boulot, ça a été plutôt la difficulté à ce moment-là avec Louis, où nos liens étaient moins présents, parce que moi, je partais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir, et c'était plus mon mari qui a pris le relais sur la gestion quotidienne. Je sentais que Louis et moi, on avait des petites tensions, on va dire, parce qu'on a le même caractère très fort tous les deux. Donc, c'est un petit peu, des fois, explosif. Donc, c'est pour ça, l'année dernière, j'ai pris la décision de changer de travail, de revenir sur Mâcon, de ne plus avoir les trajets, de ne plus avoir ce rythme de fou qu'on peut avoir dans un tribunal. Et du coup, c'est vrai que depuis 1 an et demi, là, nos relations se sont apaisées et on a retrouvé un lien plus maternel, on va dire. Louis va avoir 5 ans cette année. Est-il encore suivi par une équipe médicale et a-t-il des séquelles ? Oui, Louis, il va avoir 5 ans dans quelques mois. Là, ça y est, ça passe vite. Donc, il est suivi, en fait, à partir du moment où on est préma en France. On est suivi par ce qu'on appelle le réseau Préma, qui fait un travail exceptionnel. C'est un corps de tout professionnel, de l'ophtalmo à l'ORL, jusqu'au pédiatre, jusqu'à l'infirmière, jusqu'au kinésiologue, jusqu'au kiné, qui donc s'engage dans ce réseau. Et donc Louis, jusqu'à ses 8 ans minimum, doit être suivi par un professionnel. À chaque fois que je dois faire appel à un professionnel pour lui, il doit faire partie du réseau Préma. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un autre regard. Il faut comprendre qu'avec 2 mois d'avance, il y a des choses qui sont pas forcément mises en place, du coup, et qu'il a été nécessaire pour lui d'acquérir. Par exemple, lui, il a marché tard par rapport à d'autres enfants. Et du coup, on a vu une psychomotricienne pendant 6 mois pour lui, parce que lui, il était à 4 pattes, il aimait bien le 4 pattes, il avait pas envie de faire autre chose. Sauf qu'à un moment donné, il fallait quand même. Et donc, elle aide, et du fait de sa connaissance sur les prémas, elle a les bonnes techniques, les bonnes astuces. Elle sait comment aussi avoir une approche différente par rapport à d'autres professionnels peut-être. Et effectivement, ça a très bien marché puisque au bout de 4 séances, Louis marchait, enfin. Parce que bon, quand vous avez 12 kilos à porter tout le temps, à un moment donné, on a encore envie qu'il se lève. Et puis au niveau des séquelles, non. Aucune séquelle. Après, il a une petite problématique, mais plutôt liée génétique. Il fait des otites à répétition, Louis. Donc, ce qui était mon cas déjà petite et ce qui est encore mon cas adulte. Donc, moi, j'avais été opérée petite. Et donc, Louis a été opéré l'année dernière à Villefranche par une ORL du réseau Préma, avec une pose de yo-yo, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Mais autrement, non, aucune séquelle. Mais par contre, la prématurité impose d'avoir un suivi annuel minimum avec un professionnel du réseau Préma. On ne peut pas aller chez le médecin de famille pour la visite annuelle. Après, pour les visites classiques, un rhume, une otite, c'est tout à fait possible. Mais chaque année, il doit être vu par un pédiatre du réseau Préma. Quels souvenirs gardez-vous de votre retour à la maison ? Ah, c'était chouette.
En fait, en néonat, ils vous laissent pas partir du jour au lendemain. En gros, vous avez été là pendant des semaines avec votre bébé dans ce box-là. Ils vous disent pas le matin, bon bah voilà, vous partez avec votre enfant. Non, 48 heures avant le jour du départ officiel, ils nous installent dans une chambre mère-enfant et on vit avec notre enfant comme si on était à la maison. En fait, personne vient nous embêter. On a un petit coin salon, une chambre, pendant 48 heures pour voir comment on s'habitue l'un et l'autre, sans personnel médical, sans intervention du personnel soignant. Parce que ça, c'est lourd quand même. Enfin, faut être honnête, faut comprendre que toutes les heures, le personnel entrait dans le box pour faire des soins, pour faire des manipulations, pour vérifier des sondes, pour vérifier des stats. Mais en fait, ça coupe, ça. Vous voyez, vous êtes en train d'allaiter votre bébé, vous êtes en train de lui faire des câlins, vous êtes en train de lui chanter une chanson. C'est top parce qu'il vous accompagne, mais c'est un peu intrusif. On n'est jamais seul, en fait. Donc là, c'est 48 heures. Là, ça nous permet d'avoir notre petit cocon. Alors, je vais être honnête avec vous, ça a été très dur. La première nuit, il a pleuré toute la nuit. Alors que Louis, il faisait ses nuits en néonat au bout du 4e jour. Donc, il a toujours été... Et là, je me suis dit... C'est ça les nuits? Parce que moi, je partais à minuit, je revenais à 7h. Donc moi, les nuits, les filles, elles me disaient non, ça s'est bien passé. Et là, la première nuit, et je vous assure, toute la nuit, il a pleuré. Et là, j'ai appelé mon mari le lendemain, je lui ai dit mais on va peut-être le laisser en néonat, là, on le ramène pas, on va plus dormir pendant des semaines. Et puis en fait, c'était le temps de s'habituer aussi. Il dormait à côté de moi, il n'était pas dans une vraie chambre. Et surtout, alors ça, on me l'avait dit, mais moi, j'y croyais pas, mais en fait, si. En néonat, il y a des bruits tout le temps. Des bips, des sondes qui sonnent, des bip-bip, des gens qui rentrent, des portes qui s'ouvrent. Et là, en fait, il était dans une pièce, il n'y avait pas de bruit. Moi, je dormais à côté, enfin, j'essayais du moins. Et en fait, ça l'a beaucoup perturbé, parce qu'ils sont toujours habitués à des bruits. Alors du coup, le lendemain matin, j'en ai parlé aux infirmières, elles me disent « Faut que vous achetiez des peluches, là, bruit blanc, le son des vagues, Alors c'est ce qu'on a fait. Mon mari est parti. Et la deuxième nuit, parfait, nickel. Il a tété, il s'est endormi, il s'est levé quand il avait besoin de manger, mais vraiment top. Et puis le jour de la sortie, ça c'était le matin à 10h, je me rappelle. Donc mon mari est venu nous chercher avec la poussette qu'il avait montée le matin même, qui était pas très... Il avait un petit peu galéré, je me souviens. Il s'était pas vraiment traîné. Pourtant, on a eu 52 jours quand même pour s'entraîner avec la poussette, mais au dernier moment. Et puis il était tout petit dans ce cosy, là, dans cette coque, dans ce siège auto, je me rappelle, cette petite grignette, parce que quand on est sorti, au bout de 52 jours, Louis, il faisait 2,1 kg. Donc il n'était pas non plus... Moi, je me rappelle, mon mari, il le tenait comme ça sur son avant-bras, sur la paume de main. Enfin, il n'y avait pas besoin des deux mains pour tenir Louis, quoi. Puis on est rentré chez nous, la découverte. Nous, on a un chat que nous avons depuis très longtemps. En néonat, on nous demande de ramener nos vêtements qu'on porte la journée. On les ramène le soir à notre enfant pour qu'il ait notre odeur la nuit. Et inversement, le matin, je récupérais le maillot qu'il avait eu la nuit, Louis, et je l'emmenais à la maison pour que Nelson, notre chat, soit habitué à son odeur. Parce que c'est vrai que les animaux, des fois, on craint un peu avec l'arrivée d'un nouvel... Enfin, Nelson, ça faisait 5 ans qu'il c'était le roi à la maison. Donc, on s'était dit avec un bébé. Et en fait, non, tout de suite, ils ont reconnu l'odeur mutuelle. Et ça a été très rigolo parce que encore maintenant, Louis, il a 5 ans et c'est son chat. Ils dorment ensemble toutes les nuits. Nelson dort à ses pieds. Et comme il faisait déjà à l'époque, quand on est rentré à la maison, on lui avait installé un petit siège à côté du lit, à barreaux. Et il dormait dessus. Il n'a jamais laissé Louis une seule nuit seul. C'était chouette d'avoir ce lien. À cause de la cholestase gravidique, appréhendez-vous d'avoir un deuxième enfant? La question. Il n'y aura pas de deuxième enfant. Alors, c'est pas un choix, parce que mon mari, s'il avait pu avoir une équipe de foot, je pense qu'on l'aurait déjà. Très sincèrement, la cholestase gravidique, c'est aussi le fait que finalement, nos deux ADN qui créent le placenta sont moyennement compatibles, on va dire, en fait. Et que quoi qu'il arrive, là, on m'annonce que j'ai 95% de chances de refaire une cholestase gravidique. Alors, très clairement, maintenant qu'on le sait et qu'on connaît, on peut être suivi, mais ça n'empêche pas le risque. Et le risque, pour moi, le plus élevé, c'est que même si on la découvre assez tôt et qu'on pallie à ça, une cholestase gravidique qui se déclenche à 29 semaines comme avec Louis, voilà, c'est jouable. Le corps médical est capable de pouvoir sauver votre enfant et vous sauver également. Et la médecine actuelle permet, avec la néonate, de pouvoir rendre les choses faciles. Vous déclenchez une cholestase gravidique à 20 semaines, très clairement, votre bébé, il meurt. Et je ne suis pas assez armée psychologiquement pour vivre un décès. Donc, on a fait le choix. Difficile parce que, alors moi j'ai jamais, je vais être très honnête, je pense que si j'étais pas avec Kevin, je ne suis pas sûre que j'aurais eu des enfants. C'était pas une fin en soi pour moi d'être mère.
Ça fait 15 ans qu'on partage notre vie et lui, c'est le dernier d'une grande fratrie, il a 20 neveux et nièces, il adore ça, les enfants. Et à un moment de notre vie, on s'est dit, on se lance dans l'aventure, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Ça a marché. Pour autant, il n'est pas prêt à prendre le risque de perdre un enfant ou de me perdre pour en avoir un deuxième. Et moi, je ne serais pas armée psychologiquement pour perdre éventuellement un enfant. Je sais que ça pourrait pas nous séparer, mais que ça pourrait être compliqué à vivre. Et puis Louis est une boule d'énergie de 5 ans et je vous assure qu'on est largement occupés. Quel message auriez-vous envie de transmettre aux femmes enceintes qui vous écoutent ? Alors, le message primordial pour moi, c'est de s'écouter, mesdames. Vraiment. Moi, j'ai fait un petit peu l'autruche au début en me disant « Oh, c'est les allergies, on verra avec la sage-femme dans une semaine ». Je pense que ça n'aurait rien changé, un jour ou deux en moins. Mais au moindre signe de fatigue, de douleur, de démangeaison, là pour le coup, faut pas hésiter à consulter en fait. Parce que malgré tout, quand on est enceinte, on est fragilisé. On porte un petit être. Tout peut merveilleusement bien se passer, comme parfois, malheureusement, moins bien se passer. Moi, ma meilleure amie, par exemple, elle a fait une pré-éclampsie. C'est une autre chose qui peut arriver pendant une grossesse et qui peut effectivement être fatale tant pour la maman que pour le bébé. Et donc, faut pas hésiter, au moindre signe d'alarme, d'aller consulter sa sage-femme, son gynécologue, à la maternité, aux urgences de la maternité. Ils sont là pour ça, en fait. Ils préféreront vous avoir en fausse alerte que de vous avoir en alerte rouge, comme j'ai pu avoir avec une césarienne d'urgence, qui est jamais évidente, tant pour la maman, le papa et le bébé à naître, que pour le personnel soignant qui doivent pratiquer des gestes en urgence et qui parfois peuvent du coup ne pas aboutir à une fin heureuse. Merci à Gwenola Villot, maman qui a accouché par césarienne en urgence d'un enfant prématuré de 2 mois suite à une maladie spécifique à la grossesse, d'avoir répondu à toutes nos questions concernant son accouchement. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr.